Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire qui a pour titre le nom très sympa de crise et chagrin. Pour une fois, je me suis dit on va parler de quelque chose qui vraiment va pouvoir plomber l'ambiance dans plusieurs endroits. Non, en fin de compte, c'est venu en fin de compte, c'est un webinaire que j'ai tenu en tant que cours à l'époque, comme formation, parce que il y a une forme, pourrait-on dire, presque d'instrumentalisation de la crise ou des crises, des différentes crises. Et on est peut-être des fois un petit peu rapide à envoyer les gens chez le psy, ou à leur donner des médicaments, ou les deux, alors que 9 fois sur 10, il n'y en a pas besoin. Franchement, il n'y en a pas besoin. Alors, je sais que là, je suis peut-être un petit peu en train de me couper l'herbe sous le pied. Point de vue business, c'est pas top pour moi de commencer à vous dire que vous n'avez pas besoin de moi. Mais soyons francs, on a une tendance à devenir un petit peu chochotte sur les bords. Dès qu'on a un petit peu de travers, on a une tendance à monter un petit peu tout ça en mayonnaise, avec le résultat que quand il se passe quelque chose d'important, on est tout à fait démuni parce que du coup on sait plus quoi faire, quoi. Comme on a utilisé le peu de ressources qu'on avait pour des petites choses, quand arrive quelque chose qui vraiment est important et problématique, on n'a plus d'armes pour les combattre, et dans ce cas-là on entre en crise. C'est ce qu'on appelle en fin de compte la crise. C'est la différence entre crise et chagrin. C'est que ça n'a rien à voir avec la douleur que l'on ressent, c'est-à-dire que dans une crise il y a un chagrin, le chagrin est le même, mais dans la crise il y a un élément psychologique qui est différent. Alors la crise, il y en a en fin de compte, il y a deux types de crises, c'est relativement simple. Vous allez avoir ce qu'on appelle la crise de développement et ce qu'on appelle la crise traumatique. Alors la crise de développement, ça va être la crise qu'on va avoir comme la crise de la trentaine, ou la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, de la quarantaine, de la 45e, de la 43e, enfin bref, après on peut en mettre plusieurs. La crise de la puberté, parce qu'il n'y a pas de crise d'adolescence, parce que l'adolescence ça n'existe pas, donc il n'y a pas de crise d'adolescence, mais il y a une crise de puberté par contre. Donc il y a ces crises de développement qui vont être par divers paliers, qui vont être placés ou par des études scientifiques, ou par des croyances, ou par des principes, ou par des changements dans la société à partir d'un certain âge, ou de certaines choses qui se produisent dans notre vie. Donc ça va être les crises de développement. Puis donc la crise traumatique, ça va être celle qui vous tombe dessus à un moment donné où vous ne vous y attendez peut-être pas toujours, des fois on peut s'y attendre, mais on ne s'attend pas exactement à ce qu'il va nous arriver, et donc c'est pas prévu, dira-t-on, dans notre développement personnel ou dans le développement de notre personnalité. Ça va être quelque chose d'inattendu qui va nous arriver, ça va être quelque chose contre lequel on va être démuni également. Dans tous les cas, donc on décrit la crise comme un état psychologique dans lequel vous vous trouvez quand les choses que vous savez, quand votre savoir, quand vos connaissances, quand les armes que vous avez sont ou insuffisantes ou pas adaptées, ou en fin de compte vous savez pas quoi faire, quoi. Vous avez une pléthore d'armes psychologiques, physiologiques, etc. Vous avez divers moyens de vous défendre et de supporter certaines choses, de surmonter certaines choses psychologiquement parlant, mais il peut arriver des situations, arrive quelque chose que vous n'avez pas prévu, pour lequel vous êtes démuni, et c'est là où on parle de crise. Donc le chagrin fait partie de cette crise, c'est ce que je voulais expliquer justement au début. Le chagrin fait partie de cette crise, mais tout chagrin n'est pas crise, et tout chagrin ne se transforme pas nécessairement en crise. Cela ne veut pas dire que le chagrin est moins important, cela ne veut pas dire que le chagrin fait moins mal, mais cela veut simplement dire que
en état de chagrin, vous n'êtes pas aussi démuni que dans le cas où vous entrez en crise. Et un chagrin peut se transformer donc en crise, mais sans pour autant qu'on perde l'élément de chagrin. Alors ça, c'est pour bien faire comprendre un petit peu à tout le monde que c'est des fois, il est important d'utiliser les bons mots lorsque l'on parle, parce que on a une tendance à vouloir jouer la carte de l'exagération. Parce qu'on se dit, si je dis que j'ai du chagrin, on va pas me prendre au sérieux, que si je dis que je suis en dépression ou que je suis en crise, là, dans ce cas-là, on va me prendre au sérieux. Or, c'est dommage parce que c'est malheureusement vrai dans certains cas, mais ça veut dire aussi que le traitement ne va pas nécessairement être adapté. Dans tous les cas, que l'on parle de crise ou que l'on parle de chagrin, même s'il peut devenir nécessaire d'utiliser un psy, ne serait-ce que pour dans certains domaines ou dans certains cas, ce n'est pas une obligation. Et c'est un petit peu une tendance qu'on peut avoir un peu trop rapidement à demander ou à se dire que dans ce cas-là, il va falloir aller voir un psy qui, de ce fait, le psy remplace vos amis ou la famille, alors qu'en fin de compte, c'est pas ça son rôle. Le rôle du psy, c'est une forme de traitement, c'est une forme de thérapie. Et on n'a pas nécessairement besoin d'aller en thérapie parce qu'on a du chagrin ou parce qu'on est désarmé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, ça peut devenir nécessaire dans certains cas, mais pas toujours. Un exemple que je prends un petit peu de temps à autre, que j'ai pris régulièrement, je sais que j'en ai parlé plusieurs fois, et c'est à l'époque où j'étais aide-soignant au Danemark, j'étais de soirée, c'est-à-dire que je travaillais de 14 heures à 23 heures ou de 15 heures à 23 heures, je sais plus. Et là, j'étais avec une collègue. Et à un moment donné, le mari de cette collègue est arrivé, il est venu, et moi je me souviens, j'étais dans une autre pièce, et donc je reviens dans la salle de garde, et là je vois ma collègue totalement effondrée, mais vraiment en pleurs, et je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et donc le mari m'explique que le père de cette collègue était mort, venait de mourir, venait de décéder. Alors c'était après une longue période de maladie, donc tout le monde s'y attendait, mais n'empêche que c'est arrivé à ce moment-là, et donc elle a fondu en larmes, quoi, et elle pleurait énormément. Et je voyais que son mari qui était à côté d'elle la regardait, et ni il la prenait dans ses bras, ni il lui faisait un câlin, ni il lui faisait un bisou, rien, quoi. Il était là, il la regardait, quoi. Bon, moi je pouvais pas me permettre de lui dire bouge-toi, fais quelque chose, mais ça me paraissait un petit peu incongru. Et donc ça faisait que moi je pouvais pas le faire. J'allais pas commencer à prendre ma collègue dans les bras alors que son mari était juste à côté. Faut pas non plus exagérer. Et donc à un moment donné, donc moi je sors pour leur laisser un peu d'intimité, me disant c'est sûrement ça. Et puis après quelques instants, le mari vient me trouver et me demande si on a une pilule à lui donner pour qu'elle arrête de pleurer, quoi. Non, y a pas de pilule pour arrêter de pleurer. Encore heureux, j'espère qu'ils en trouveront jamais une. Mais t'inquiète pas, mon pote, hein, comme je lui ai dit, elle va pas pleurer pour toute éternité, ça va s'arrêter, hein. Mais ça fait qu'en fin de compte, du fait où on médicalise un petit peu tout ça, après on se trouve totalement démuni pour des principes totalement humains, des actions que tout le monde peut faire. Et c'est dans ce but justement que je tiens ce webinaire, c'est un petit peu pour secouer et pour mettre les choses un petit peu en place. Donc on va repartir. Oui, c'est dingue cette histoire de la pilule pour arrêter de pleurer. Oui, mais j'étais assez abasourdi également. Ça m'a. J'ai pris 2 secondes pour réaliser ce qu'il me demandait. Du cyanure peut-être, ça l'arrêtera de pleurer, de vivre aussi parce que c'est en fin de compte ce qu'il me demande. Hein. Bref. Donc maintenant la crise, on va prendre l'exemple de la crise traumatique, mais ça va. Je prends l'exemple de la crise traumatique parce que c'est plus vaste que le chagrin, mais les choses, beaucoup des choses, quand on va venir un peu plus tard, quand je vais parler de, en fin de compte, des actions qu'on peut faire, ça va marcher pour et la crise et le chagrin. Mais la crise traumatique, en fin de compte, il y a 4 phases, donc c'est assez simple.
mais ces phases peuvent se répéter. Vous allez voir ce que je veux dire. Alors la première phase, ça va être ce qu'on appelle la phase de choc. Dans la phase de choc, alors ça peut durer de quelques secondes et ça peut durer plusieurs jours. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la personne, bien entendu. Ça dépend de ce qui se passe. Et puis les choses peuvent avoir un impact différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent prendre certaines choses plus fortement que d'autres, vice versa. Enfin bref. Donc cette phase de choc, cela veut dire par exemple que justement, en phase de choc, la personne peut ne pas pleurer. Au départ, on peut se dire, tiens, en fin de compte, il l'a bien pris, ce truc-là, j'aurais cru qu'il allait s'effondrer. Mais non, ça peut être parce que la personne est en phase de choc. Alors, le but de la phase de choc, et qui donc peut être, ça peut aussi être que la personne ne répond plus, quoi, s'écroule totalement et ferme tout pendant quelques jours, hein. Donc ça peut se passer de plusieurs façons. Et le but de cette phase, de la phase de choc, c'est en fin de compte de mettre une protection pour éviter que les émotions nous submergent totalement et qu'on ne puisse pas les gérer. C'est en fin de compte une façon de filtrer les émotions de façon à ce qu'elles arrivent l'une après l'autre ou petit à petit ou avec moins d'intensité. C'est en fin de compte un système de sécurité, c'est un système de ventilation ou un sas, si vous le voulez, pour justement éviter que on s'écroule totalement. En règle générale, dans la phase de choc ou à la fin de la phase de choc ou en partie dans la phase de choc, c'est là où vous allez avoir les pleurs. Et les pleurs sont extrêmement importants. Parce que c'est une façon, en fin de compte, de lâcher ce qu'on a perdu. Tout dépend de ce qu'on a perdu. Ça peut être un membre de la santé, une personne qu'on aimait, un animal. Enfin bref, après, mais c'est au moment où on lâche en fin de compte la chose. C'est au moment où les choses se produisent. Donc c'est important. Et comme je l'ai dit à ce monsieur, vous inquiétez pas, parce que les sanglots, ça ne dure pas éternellement. Ça peut durer des heures, c'est vrai, ça peut durer un certain temps et ça peut être impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, la personne ne va pas en mourir et elle va pas continuer à pleurer le reste de sa vie. Et là, dans ce cas-là, il faut être là et puis tout simplement être là, en règle générale. Donc ça, c'est la phase de choc. Après arrive donc la phase de réaction qui va donc durer 4, 6 semaines, 8 semaines, éventuellement, enfin, quelque chose dans cette... Alors, c'est difficile de mettre une période parce que ça peut différer de personne en personne, ça peut aussi être dépendant de la culture, ça peut être dépendant de diverses choses, de l'aide que vous avez, enfin bref. Il peut y avoir plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, mais en règle générale, on va dire, là, je pars du principe, enfin, souvenez-vous que j'ai quand même habité pas mal de temps en Scandinavie, et en Scandinavie, 4 à 6 semaines, on dit c'est bon, quoi, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant, il se peut que si on va un peu plus dans le sud, la période est un peu plus longue. Donc à prendre avec des pincettes. Et donc cette phase, là aussi, vous allez avoir des pleurs qui vont revenir régulièrement, dépendamment du moment, dépendamment de ce qui se passe, etc. Et c'est donc la personne qui est en crise est donc forcée de reconnaître ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer, ou ce que tout ça implique. Donc vous allez avoir dans cette phase, la personne va avoir différents mécanismes de défense qui vont s'exprimer et qu'on va pouvoir voir dans ce que cette personne va nous dire, dans ce qu'elle va dire, dans ce qu'elle va faire, dans le comportement, dans les actions, enfin bref, dans tout ce qui est ça va être tous les systèmes de défense. Elle peut passer par la colère, elle peut passer par le blâme, elle peut passer par les insultes, elle peut passer par l'effondrement total. Enfin bref, il y a tout un tas de mécanismes qui vont arriver là. Et plus la personne ou la chose avait d'implication dans le domaine de cette personne, et plus cette phase de réaction va être longue, et plus elle va être compliquée. Pour dire par exemple, disons que cette personne a perdu une personne qu'elle aimait, son mari, ou sa femme si c'est un homme, on s'en fout. Bon, on va dire son mari. Alors,
la phase de choc arrive, et puis après, il va y avoir la phase de réaction. Elle va reconnaître ce qui s'est passé. Et au départ, si c'est un mari qui était, par exemple, très impliqué dans sa vie, si elles étaient très unies, ces deux personnes, eh ben, en fin de compte, il faut comprendre ce que l'on a perdu. Alors oui, on a perdu un mari, mais on a perdu quoi? Ça veut dire quoi? On a perdu un amant, on a perdu celui qui vous consolait, on a perdu celui avec qui on pouvait partager, on a perdu celui qui sortait la poubelle et qui ouvrait la bouteille de vin, à la limite. Et donc, ces personnalités qui sont, par exemple, qui représentent beaucoup de choses pour vous, eh ben, bien entendu, cette phase de réaction va durer beaucoup plus longtemps parce qu'avec le temps et avec les situations, quand vous commencez à vous redévelopper, eh ben, peut arriver une autre situation à un moment donné à laquelle vous aviez pas pensé, où cette personne aurait été là, ou s'en serait occupée, ou aurait eu une importance quelconque. Et là, boum, tout d'un coup, vous pouvez retomber sur une phase de choc et encore une phase de réaction. Donc, en fin de compte, plus cette personne a eu d'importance pour vous, et plus, ou cette chose, peu importe de ce dont on parle, par exemple, si c'est un membre que vous avez perdu, et ben plus il va y avoir de réactions possibles et plus ça va prendre du temps. Ensuite arrive donc la phase de traitement, comme on dit. Alors la phase de traitement, voilà. La phase de traitement, ça survient généralement aux environs de 6 mois à 1 an après l'événement de la crise. Donc pendant tout ce temps, on est en phase de réaction, on peut repartir en phase de choc, phase de réaction, etc. On fait un petit peu du ping-pong entre les deux. Et puis la personne commence vraiment à accepter ce qui s'est passé. Alors là, on traite vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce que ça implique, et on commence lentement à se libérer de certaines choses pour surmonter ce qui s'est passé. Et encore une fois, comme si c'est quelque chose ou quelqu'un qui a été très important et qui a inclus plusieurs morceaux de notre personnalité ou de notre vie, et ben là aussi, ça va être des choses qui vont être faites petit à petit et l'une après l'autre. Et enfin, on arrive donc à la 4e et dernière phase qui est la phase de réorientation. Et là, c'est pourrait-on dire, la victime de la crise, en quelque sorte, va apprendre à vivre avec ce qui s'est passé et ça va devenir la crise va devenir une partie intégrante de l'existence, sans pour autant empêcher la personne de vivre et de pouvoir prendre part à de nouvelles activités ou de joie, etc., qui vont contribuer à façonner sa vie future. Mais cette crise restera toujours une cicatrice. La personne pourra toujours avoir les larmes aux yeux en parlant de cette personne ou de cette chose qui lui est arrivée, même si ça fait 50 ans. Parce que ça fait maintenant partie de cette période. Ça veut pas dire qu'elle ne le supporte pas, ça veut pas dire que elle n'est pas évolué et qu'elle n'est pas allée plus loin, mais ça veut dire par exemple que là ça me rappelle ceci, ça me rappelle cela. J'ai une question de Cécile qui me dit lorsque l'on se dissocie en cas de crise, ce que vous voulez dire c'est que la dissociation en cas de crise, ça va être, c'est dans la phase de choc généralement, et la dissociation peut être une forme de réaction pour réagir. Après un certain temps, aussi on travaille avec un psy là-dessus éventuellement, vous pouvez intégrer cette phase de réaction à votre personnalité, ce qui va faire qu'en fin de compte, vous n'avez plus besoin de dissocier pour gérer cette crise ou pour gérer cet état de choc. Mais oui, c'est un bon point de vue. Donc, c'est en fin de compte ce qu'on fait en plusieurs crises, et une crise n'en empêche pas l'autre. Donc, vous pouvez être à plusieurs niveaux, avec plusieurs crises ou avec plusieurs phases, dira-t-on. Mais c'est en gros ce qui va se passer lorsque quelqu'un entre en crise en crise traumatique, et c'est son développement général. Alors maintenant, tout ça, c'est bien joli, mais nous, qui ne sommes pas en crise, par exemple, ou en tout cas moins en crise, à part envoyer cette personne chez le psy ou se faire piquer ou avoir une pilule, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a 10 astuces, il y a 10 choses que j'ai réunies, que vous pouvez utiliser ou en cas de chagrin, bien entendu, ou en cas de crise, des fois dans les deux, des fois seulement dans l'un d'entre eux.
Alors, la première chose importante, c'est d'accepter les émotions de l'autre, la personne qui est en crise. Parce que des fois, les émotions qui vont vous être communiquées peuvent être très fortes, elles peuvent être très intenses. Et on peut avoir une tendance à dire « Ah mais attends, tu peux pas dire ça » ou « Attends, non, ne pense pas jusque-là » ou alors on est d'accord que ça va être à travailler, tout à fait. Mais franchement, c'est pas le moment. En ce moment, la personne a besoin que vous acceptiez ses émotions, elle a besoin de sortir le truc, de les exprimer, et vous n'avez rien d'autre à faire pour l'instant que les accepter. Même si ça va à l'encontre de vos principes, même si ça va à l'encontre de vos croyances, et même si ça va à l'encontre des croyances de cette personne, parce que des fois, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et il se peut parfaitement que cette crise fasse que cette personne qui avait certaines croyances auparavant en change. Et même si ces croyances qu'elle avait auparavant étaient les mêmes que les vôtres, ça ne veut pas dire que les siennes ne peuvent pas évoluer dans une autre direction, bonne ou mauvaise, peu importe. Donc, il est nécessaire d'accepter les émotions de l'autre, quelles qu'elles soient. Oui, on est d'accord, certaines d'entre elles devront être travaillées, mais ça, ce sera pour plus tard. Ce sera quelque chose qui viendra avec le temps, mais pour l'instant, il est hors de question de faire ce genre de choses. Ensuite, accepter les symptômes. Des fois, la douleur psychologique peut se développer en douleur physiologique. On peut avoir des symptômes qui peuvent paraître un peu hypocondriaques dans certains cas, et là, ça ne sert à rien d'essayer de rassurer la personne ou de lui dire mais non, c'est rien, t'inquiète pas, c'est juste ceci, cela, ou ne minimisez rien. Alors, maintenant, il faut faire attention aux symptômes dont on parle, mais en règle générale, acceptez que la personne ressente les symptômes que cette personne vous dit qu'elle ressent, en quelque sorte. Ne commencez pas à jouer au médecin, ne jouez pas au psy non plus, soyez tout simplement la personne qui est là pour l'entendre, pour l'écouter, et accepter ce qu'elle vous dit, sans minimiser le truc, sans les exagérer, juste une acceptation, en quelque sorte. Dans l'entretemps, sans lui dire, évaluez ses ressources. Voyez quelles sont les ressources que cette personne a, sur lesquelles elle peut tirer. Ça, vous allez en avoir besoin plus tard pour savoir que faire, comment agir, est-ce que vous devez agir, est-ce que vous devez demander de l'aide ou pas, etc., etc. Donc, évaluez, est-ce que cette personne peut rester seule d'ici 1 heure ou 2, est-ce que elle ne va pas pouvoir, est-ce qu'il va falloir rester avec elle, enfin bref, évaluez les ressources qu'elle a à sa disposition, si quelqu'un peut venir, etc. Évaluez un petit peu tout ça. Ensuite, aidez-la à voir la crise, à voir qu'elle-même, c'est normal, elle est en crise, elle est mal, elle a du chagrin, et aidez-la en fin de compte à voir que c'est un fait, elle est dans cet état, et c'est un état désagréable, elle a de la peine, et elle a ses émotions, etc. Faites-lui également en fin de compte accepter la crise dans laquelle elle est. Ensuite, évaluez la situation pour voir éventuellement ce qu'il y a à faire. Une fois que vous avez évalué ses ressources à elle, évaluez la situation. Est-ce qu'elle peut se mettre en danger? Est-ce que il n'y a pas de risque? Donc évaluez un petit peu tout ça pour voir s'il va y avoir besoin de quelque chose d'extérieur ou pas. Alors, je sais qu'on a une tendance à vouloir consoler la personne qu'on voit souffrir, c'est tout à fait humain, un petit peu comme quand on voit son bébé ou son enfant qui a de la peine, et bien entendu on va le consoler. C'est un réflexe somme toute très naturel, mais évitez-le quand même. Parce que le fait que si vous consolez la personne, surtout si vous le faites un peu tôt, elle risque de ne pas pouvoir vider son sac, en quelque sorte. Elle risque de laisser certaines émotions de côté, parce que à partir du moment où vous consolez sur un domaine ou dans un domaine, vous allez concentrer les émotions et les sentiments de cette personne sur ce domaine ou dans cette situation,
Et donc, tout d'un coup, vous allez travailler avec elle. Vous allez travailler avec ça. Et ça veut dire que d'autres choses qui étaient peut-être en train de sortir ou qui avaient besoin de sortir ou qui sont sur le chemin, eh ben, elles vont être réprimées. Elles vont pas pouvoir sortir maintenant. Et elles vont donc, bien entendu, ressortir plus tard. Ça va pas poser de problème. Mais ça va faire durer la crise plus longtemps que ça ne le devrait. Et ça va lui faire faire le même travail plusieurs fois, alors qu'en fin de compte, c'est peut-être à éviter. Donc éviter de la consoler, autre que de lui donner une épaule sur laquelle pleurer et puis des bisous pour lui faire passer la douleur plus facilement. Enfin ça dépend de la personne bien entendu. Mais donc éviter de lui dire mais non c'est rien ou c'est normal ou ne t'inquiète pas. Enfin bref, laissez-la exprimer, accepter et puis laisser couler les larmes et laisser couler le flot d'émotions. Alors autre chose importante, c'est qu'on peut avoir une tendance à accuser quelqu'un ou quelque chose de la situation. Et même si c'est vrai, évitez le blâme, quel qu'il soit, parce que si vous commencez même à blâmer une personne extérieure, ça risque de retomber sur la personne en elle-même. Ça risque de se transformer en culpabilité, ça risque en gros de lui retomber dessus. Et ça, c'est à éviter. Donc, quand la personne commence à blâmer quelque chose, essayez de déplacer la discussion sur ses émotions à elle, sur ce que elle ressent, sur ce que elle voit, sur ce que son concept, etc., de façon à éviter ces émotions négatives qui de toute façon ne lui serviront pas à grand chose. Parce qu'au départ, ça va être une façon de se dédouaner, mais sans ça, non. Alors, à part, bien entendu, si elle est en train de se blâmer elle-même, là, il va être important de, justement, de lui faire dire, mais non, mais attends, c'est un peu normal dans la situation, etc. Ne commence pas à te blâmer là. On va voir la situation, regarde ce qui se passe, regarde ce que tu ressens, et puis après, on verra ce qui aurait pu être fait ou pas, etc. Laisse ça de côté pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu ressens, enfin bref, vous déplacez le blâme, vous faites un switch sur quelque chose d'autre. Alors s'il y a besoin d'aide, que ce soit la vôtre, parce que des fois la personne va refuser votre aide parce qu'elle veut pas, parce qu'elle culpabilise ou parce qu'elle veut pas vous déranger ou etc. Si vous pouvez voir qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, faites-lui accepter de l'aide. Alors ça peut être la vôtre, ça peut être quelqu'un membre de la famille, et oui, éventuellement, si vraiment vous pouvez voir que la situation est vraiment très compliquée, dans ce cas-là, peut-être contacter un psy avec qui parler, qui va pouvoir l'écouter, qui va pouvoir mettre un sparadrap en quelque sorte sur la situation pour l'aider à surmonter. Donc, dans certains cas, si vraiment vous pouvez voir que ça a l'air d'aller loin, faites-lui accepter une aide extérieure. Dans tous les cas, mettez une forme d'aide en place. Alors, peut-être pas nécessairement un psy, mais écoute, je vais revenir demain, ou écoute, j'ai téléphoné à un tel et un tel qui vont venir, ou tiens, demain je passerai pour faire le ménage. Enfin bref, mettez une aide en place qui va pouvoir soutenir la personne qui est en crise et qui ne peut pas faire certaines actions en ce moment pour une raison ou pour une autre. Et enfin, et ça c'est très important, connaissez vos limites. Parce que quand on voit quelqu'un qu'on aime souffrir, on peut avoir une tendance à vouloir en faire trop, à vouloir l'aider sur tous les plans à la fois. Bon, écoute, ça je vais le faire, ça je m'en occupe, ne t'inquiète pas, ça je le fais, ça je vais le faire, ça je m'en occupe, etc. Et tout d'un coup, c'est vous qui allez manquer d'énergie, vous risquez de culpabiliser, vous risquez après d'entrer dans un cinéma, dans un système où vous allez lui en vouloir parce que vous allez vous dire si c'était pas pour ça, j'aurais pas dû le dire. Mais on a toujours des problèmes. Enfin bref. Donc ça risque de compliquer beaucoup les choses. Donc connaissez vos limites et n'en faites pas trop et n'en proposez pas trop non plus. C'est pour ça que je dis mettez une aide en place. Parce que il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas faire autant que vous pensez le pouvoir. Donc, réduisez beaucoup vos possibilités, parce que
très souvent, on confond un petit peu la volonté que l'on a d'aider avec les ressources que l'on a pour aider réellement. Et des fois, on peut en faire un petit peu trop ou en dire un petit peu trop. Donc, voilà, ça c'était donc la crise, et c'était les premiers secours à faire en cas de crise. Et comme vous voyez, dans beaucoup de cas, en fin de compte, on n'a pas besoin de psy. Et puis un bon ami ou une bonne amie peut faire l'affaire, et le psy peut être éventuellement utilisé vraiment dans des cas un petit peu trop complexes, mais en règle générale, vous pouvez parfaitement faire l'affaire en étant une épaule sur laquelle pleurer et puis des bras dans lesquels se tenir, tout simplement. Voilà. C'était, vous avez vu, hein, je l'ai tenu en une demi-heure ce coup-ci. Hein. Je vous avais dit que j'allais pas vous tenir une heure ce coup-ci. Eh ben, merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous en avez appris quand même un petit peu, et puis que vous serez de bonnes aides psychologiques pour les personnes qui ont besoin de vous. Si vous avez des envies que je parle de quelque chose de spécial, faut pas hésiter à m'envoyer un email à cyril@malka.fr, et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais sans ça, je vous dis bonne soirée, bonne continuation, et à d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire suivant. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.